Et bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, pour cette troisième conférence, autour, de l'industrialisation, je suis avec, Philippe Hérault et Vanny, Poladou, qui je vais laisser la parole tout de suite, pour ce troisième événement autour de l'éco-conception. Alors merci Franck, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Philippe Hérault, je suis en charge du développement de l'activité de Start2Prod concernant l'accompagnement donc des entreprises externes du groupe Michelin sur les sujets d'industrialisation des produits et équipements, mais également sur la recherche de performance industrielle. Voilà. Et aujourd'hui, je viens accompagné de Vanny Poladou, à qui je vais laisser la parole. Bonjour à tous, donc Vanny Poladou. Donc, je suis ingénieure mécanique, je suis en groupe Michelin depuis 8 ans. Et aujourd'hui, là, je viens avec 2 casquettes. La première, c'est celle, donc, je suis la manager de l'équipe de Start2Prod. Et surtout, là, avec mon autre casquette, où je suis référente de l'offre éco-conception qui est déployée chez Start2Prod. Et donc, je vais vous apporter, on va dire, les éléments clés autour de ce concept dans les 20 prochaines minutes. Très bien. Donc, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, donc l'objectif, c'est de vous apporter l'overview pour savoir comment augmenter la profitabilité de votre entreprise avec l'éco-conception. Et on va parler surtout de cette notion très importante qui est celle du cycle de vie d'un produit. Alors, d'abord, avant de rentrer dans le détail de l'éco-conception, je voudrais qu'on passe un petit peu de temps pour se poser la question de pourquoi est-ce que c'est pertinent d'intégrer l'axe environnemental dans notre développement d'un produit, d'une offre ou d'un service. Donc là, c'est pourquoi parler d'éco-conception aujourd'hui. Il peut y avoir, et c'est peut-être quelque chose qui vous interpelle aujourd'hui, c'est l'intervention de facteurs externes qui vont nécessiter la révision de notre offre, de produit ou sur notre offre. Par exemple, ces facteurs externes, ça peut être l'évolution de la réglementation, l'interdiction d'utiliser certaines substances nocives, par exemple, en lien avec la RoHS, le REACH, de vraiment mettre le doigt sur des substances qui sont taguées comme nocives, donc interdites dans l'utilisation de certains produits. On peut devoir, par exemple, assurer la réparabilité ou la disponibilité de certaines pièces de rechange. On va parler, par exemple, d'indices de réparabilité pour des smartphones, pour des tondeuses, pour certains équipements. Et ça, c'est la réglementation qui impose maintenant d'avoir ce score. Ou, par exemple, aussi assurer la recyclabilité d'un produit parce que vous faites partie, on va dire, le produit que vous vendez est dans un nouveau scope de responsabilité élargie du producteur et vous devez intégrer cette notion de recyclabilité pour la fin de vie de votre équipement. Donc, on va dire que le premier scope qui est très parlant, et c'est souvent par là que vient l'intégration de l'axe environnemental, c'est cette notion d'évolution de la réglementation. On peut parler aussi de la notion de tendance du marché, qu'attend le consommateur, sur quoi est-ce qu'il va être plus attentif et de devoir réadapter la conception de son produit pour correspondre à ce marché. L'intégration de nouvelles technologies, ou évidemment aussi il y a cette notion de valeur d'entreprise, où ça fait déjà partie en fait de la genèse ou par un nouveau vent de transformation souhaitée pour l'entreprise et que l'axe environnemental soit plus large et soit intégré vraiment dans l'offre qu'on propose à nos clients. Donc ça, on va dire, là, c'est plutôt avec le scope marketing, business, qu'est-ce qui peut pousser une entreprise à intégrer cet axe environnemental. Une fois que la décision elle est prise de l'intégrer, l'éco-conception va finalement être un moyen, vraiment un moyen pour on va dire, dégager de la croissance, de la performance pour votre entreprise et en fait, ne plus voir ces facteurs externes comme quelque chose qui vous est imposé, mais de vraiment l'intégrer pour ensuite dégager la performance pour votre entreprise. L'éco-conception, elle va être intégrée avec différents niveaux de profondeur en fonction de votre maturité à intégrer cet axe environnemental. Donc là, ça va peut-être faire écho avec l'autodiagnostic que vous pouvez faire. Est-ce que l'environnement, vous êtes né avec, ça fait partie en fait de la genèse de votre projet, de votre croyance personnelle, professionnelle, et l'entreprise est déjà depuis le T0 intègre l'environnement dans toutes ses décisions. Est-ce que c'est une entreprise pionnière? Initialement, l'axe environnemental n'était pas inclus, mais par contre, ça fait déjà plusieurs années que cette transformation-là, elle est amorcée. Est-ce qu'on est au stade de mutation en cours?
On se pose des questions. Il y a peut-être des premières transformations qui ont été faites et l'éco-conception est peut-être la prochaine étape à franchir pour cette entreprise. Et puis celles qui sont en attente, un peu le wait and see, qui n'ont pas encore eu cette opportunité ou qui attendent encore d'être convaincus de l'intérêt de s'y pencher, même s'il y a tout le scope aussi que je ne vous ai pas passé, mais sociétal, qui montre que l'aspect durabilité, de toute façon, est au cœur des préoccupations de chacun des concitoyens et donc pour chacune des entreprises. Donc, en fonction de ce diagnostic-là, de où est-ce qu'on en est, l'éco-conception que je vais vous présenter dans les prochains slides, vous verrez qu'il n'est pas... on ne peut pas avoir le même niveau de profondeur, mais l'intérêt, c'est déjà de l'intégrer dans un premier temps avant d'activer les bons livrables, les bonnes études qui correspondraient à votre niveau d'attente et votre recherche de performance également. Donc, sur ce slide-là, c'est les grands principes, vraiment des grands principes sur l'éco-conception. Il y a 3 éléments que j'aimerais que vous reteniez de ce slide. Le premier, c'est l'éco-conception, et là, c'est la directive, ce sont les normes qui l'expliquent. C'est le fait d'intégrer dans la phase de conception des caractéristiques environnementales pour améliorer la performance environnementale d'un produit tout au long de son cycle de vie. Donc, c'est déjà mettre le doigt, intégrer en fait ce pan environnemental et dégager de l'amélioration, donc de la réduction des impacts sur la totalité du cycle de vie. Donc, on intègre et on réduit. La deuxième axe important, c'est cette notion de cycle de vie. On va vraiment regarder de la phase, on va dire, du berceau à la tombe, de la phase de l'extraction des matières premières à cette fin de vie. On peut parfois faire ce parallèle-là qui peut parler aux industriels de cette notion-là de TCO, de Total Cost of Ownership. On regarde le coût total d'un produit, mais vraiment de la matière première jusqu'au fait qu'on a de la maintenance à faire sur vraiment la totalité du cycle d'un produit. Là, c'est sur le scope environnemental. Donc, on va regarder quelles sont les matières premières dont j'ai besoin pour réaliser ce produit, comment est-ce que je vais l'acheter, comment est-ce que je vais le fabriquer, comment est-ce que je vais devoir transformer cette matière pour le rendre dans la forme du produit fini qu'on souhaite mettre à disposition des clients, comment est-ce que je le distribue, les bateaux, les camions, les fourgonnettes électriques, donc c'est cette notion de distribution, l'utilisation. Est-ce que j'ai besoin d'énergie pour recharger mon produit? Est-ce que j'ai besoin de maintenance? Il y a des éléments qui peuvent changer. Si je suis sur un véhicule, j'ai besoin de changer mes pneumatiques, j'ai besoin de faire mon plein, par exemple, cette phase d'utilisation. Et cette phase de fin de vie qui est très importante également, c'est comment je m'assure que les matières premières constituantes au départ sont revalorisées, sont recyclées, peuvent être recyclées dans différentes filières, ou en tout cas ne causent pas de déchets ou de décharges, on va dire, sauvages, et que tout ça est bien pris en compte. Donc, cette notion de cycle de vie-là, elle est importante parce que c'est vraiment sur ce scope complet qu'un diagnostic peut être fait. Et aussi, les idées qu'on pourrait avoir en éco-conception doivent se faire non pas une phase au détriment d'une autre. Il ne faut pas qu'il y ait de transfert d'impact. Je prends un exemple concret. On pourrait se dire qu'on va améliorer notre impact sur la partie matière première en enlevant de la matière, en regardant le strict minimum, quitte à diminuer un peu le coefficient de sécurité qu'on pourrait avoir. J'améliore ce scope-là, mais par contre, en phase d'utilisation, je vais avoir besoin de remplacer cet objet-là beaucoup plus souvent parce qu'il va y avoir des casses, parce qu'il va y avoir des pannes, et donc globalement, le bénéfice va s'annuler. Donc, c'est pour ça que c'est important de regarder la totalité du cycle de vie pour aussi avoir cet overview-là complet et minimiser les impacts que pourraient avoir nos idées sur cette notion de transfert d'impact d'une phase à une autre. Donc, ce deuxième point, c'est cette notion de cycle de vie. Et le troisième pilier aussi qu'il y a à regarder, c'est que là, il y a cette notion que nous, on appelle ça design to cost chez Start2Prod, qui est en fait le triptyque classique de la tenue de projet, de regarder les coûts, les qualités et les délais d'un produit, la mise à disposition d'un produit. On parle d'éco-design to cost pour intégrer ce pilier d'environnemental. L'intégration de ce pilier-là ne doit pas se faire au détriment du coût, au détriment de la qualité, au détriment des délais. On reste toujours dans un cadre industriel, professionnel, challengeant, et l'environnement doit vraiment s'intégrer et être une partie d'eux. On en parlera
plus tard ensuite, c'est vraiment cette notion-là de chercher de l'éco-efficacité. On ne va pas vous dire que en fait, le produit le plus environnemental, c'est celui qui n'existe pas. Non, on ne va pas tomber dans cette facilité-là de vous dire bah, arrêtez de le vendre, ce sera plus écologique. Non, c'est vraiment dans une cohérence, on va dire, industrielle. On va intégrer cette notion environnementale et aller chercher l'éco-efficacité pour le service que vous rendez, que vous mettez à disposition de vos clients. Voilà les 3 piliers qui définissent l'éco-conception. Les étapes clés, on va dire un peu selon Start2Prod, mais aussi selon les normes qui régissent un petit peu comment faire de l'éco-conception, on en a défini 4 qui sont structurantes et importantes pour mener à bien cette démarche. La première, c'est l'orientation de la démarche. Deuxième, évaluation environnementale. Troisième, amélioration environnementale, pour finir par la communication. Et donc, dans les slides d'après, on va rentrer plus dans le détail de chacune de ces étapes clés et qu'est-ce que ça peut représenter comme jalon pour pouvoir se dire que c'est OK de passer à l'étape d'après. Dans la première partie, l'orientation de la démarche, c'est celle qui peut sembler la plus facile. On veut faire l'éco-conception. En fait, cette phrase, elle veut tout et rien dire. C'est important de connaître le besoin que vous avez initialement. Ce besoin-là, il faut prendre le temps de l'exprimer, de le dire clairement, parce que c'est ce qui va orienter les études, orienter les livrables. Et derrière, on a aussi parlé dans la description qui vous a été faite de ce webinaire, cette notion de choisir des indicateurs pour être en cohérence de cette démarche d'éco-conception. Je vais prendre les 3 exemples que j'ai mis en dessous pour vous montrer le besoin, l'importance d'exprimer votre besoin. À gauche, donc, on retrouve notre cercle, notre cycle de vie. Le besoin qui peut être exprimé, en fait, c'est de dire je ne connais absolument pas quels sont les impacts de mon produit sur différents critères. On peut reparler du changement climatique, par exemple. J'aimerais avoir un premier diagnostic complet, une overview vraiment complète de l'impact de la vente. Je mets à disposition des smartphones. Je veux connaître sur la totalité du cycle de vie de mon smartphone quel est l'impact CO2. Donc là, c'est vraiment un besoin qui se voudra très complet et on intuite plusieurs choses dans ce que je viens de dire. Le fait qu'on veut regarder tout le cycle de vie et que l'indicateur qui m'intéresse, ce serait par exemple les kilogrammes de CO2 sur les changements climatiques. Sinon, on peut être sur, on a fait une analyse de la concurrence, on voit que je vends des shampoings, tous mes concurrents communiquent sur le taux d'intégration de matières premières recyclées. Moi, je ne l'ai pas encore fait, donc mon besoin, c'est de me mettre à niveau par rapport à ma concurrence. L'indicateur que je veux suivre, c'est le taux de matières premières recyclées sur mon flacon. Donc là, on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus précis et on ne va pas regarder la fin de vie du flacon. Ou sinon, là, c'est un autre papier sur la partie réparabilité. Pour me mettre en conformité avec les réglementations, je dois afficher mon indice de réparabilité. Donc, je dois analyser tout l'aspect maintenance sur la phase d'utilisation de mon produit, comment est-ce que je peux l'améliorer. Et on voit que là, dans les 3 cas, on va faire de l'éco-conception. Par contre, on ne va pas du tout regarder la même chose. Est-ce que je veux viser une note sur la réparabilité? Est-ce que je veux viser un taux de matière première recyclée? Est-ce que je veux viser une overview complète? Et là, ça va permettre déjà de vraiment cadrer les étapes 2, 3 et 4, vont vraiment partir de cette base-là de quelles sont vos attentes et quel est le besoin de l'entreprise. Une fois que cette orientation-là, elle est faite, on va dire que nos indicateurs de suivi sont figés. On va pouvoir passer à cette deuxième phase qui est l'évaluation environnementale du produit. J'arrive plus à passer. Voilà, merci beaucoup. Donc, sur cette phase d'évaluation, et je le redis aussi, n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure pour chacune des étapes de les poser, ou sinon on pourra y revenir ensuite. Donc là, on a mis la base de nos intentions pour faire de l'éco-conception. Et ensuite, on va passer sur l'étape d'évaluation. Donc, on va figer, on va faire une évaluation environnementale du produit. On va figer les critères, on va figer les indicateurs, 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 on va fi
une version donnée du produit. On n'en est peut-être pas encore, on sait que la conception est en cours, on sait que ce ne sera pas le produit final, mais en tout cas, on va se figer une version de produit pour faire ces études-là sur les différents indicateurs qu'on s'était dit qui étaient pertinents de couvrir. Donc là, j'ai remis les mêmes exemples. On va faire, par exemple, une analyse de cycle de vie sur le smartphone. Donc, c'est un exemple, là, ce que vous voyez à gauche, c'est un résultat qui peut être présenté sur X catégories d'impact. Ce n'est pas le but ici de voir le détail, mais là-dedans, on va retrouver, par exemple, notamment le changement climatique. Dans ce changement climatique, je vois que ma barre bleue, qui ici, pour l'exemple, on dira c'est la matière première, contribue à près de 50%. Donc, je vais travailler sur cet axe-là. Ce diagnostic-là permet, par exemple, de mettre le doigt sur les contributeurs et donc de savoir quels sont les axes qui sont améliorés. Si je continue mon exercice, sur l'exemple du milieu, on voit que je suis à 0% de taux de matière première recyclée. Donc, OK, on voit la taille de la marche, on va dire, qui est à franchir et pour se mettre en conformité par rapport aux cibles qu'on aurait pu se mettre avant. Pareil pour l'exemple sur la partie indice de réparabilité. Le premier diagnostic, là, il est à 5,5. Est-ce que j'en suis satisfait? Comment je me place par rapport à ma concurrence? Est-ce que je visais un 8 ou un 10? Et donc, de savoir quelle est la profondeur en fait, de la réétude qui sera faite dans la deuxième phase d'évaluation, d'amélioration environnementale. Dans la partie, donc sur cette notion d'amélioration environnementale, on va retrouver deux concepts. La partie éco-efficacité que je vous disais, donc on va proposer des actions, on va intégrer ce pilier environnemental avec toujours ces challenges de coût, qualité et délai. On va rajouter cette notion environnementale et on va aller chercher de l'éco-efficacité. Donc là, cette fois-ci, j'ai un triptyque qui était déjà présent et qui était challengeant pour le développement de mon produit. Cette fois-ci, je veux proposer 2 nouvelles solutions pour diminuer les impacts environnementaux. Et en fait, les solutions qui seront à proposer pourront avoir différents niveaux pour mener à différents niveaux de reconception et d'innovation en fonction de l'écart entre le diagnostic qu'on a pu faire avant et la cible qu'on s'était posée. Donc là, par exemple, ce qui est mis là, le niveau 1, c'est le fait, on est sur l'amélioration du produit. On va venir changer un petit peu, on va changer un matériau, on va passer de l'alu à de l'acier, on va passer d'une épaisseur 5 à une épaisseur 3. Donc là, on est sur l'amélioration du produit. Ensuite, on peut être sur la reconception du produit. Là, on va revoir vraiment comment une fonction est rendue vraiment au sens conception du terme. Ensuite, on peut être sur l'innovation des fonctions. Là, pour schématiser un peu le gap qui serait présenté ici, c'est que, imaginons que mon service, c'est de vendre de l'eau, mettre à disposition de l'eau à mes clients. Mon étape 2, c'est ma bouteille cristalline avec son nouveau bouchon qui a pu être mis sur le marché. Mon étape 3, c'est que je vends une gourde. Je vends une gourde d'eau parce que là, la fonctionnalité, on n'est plus dans le côté usage unitaire. C'est un service rendu qui est, je mets à disposition une gourde et là, l'eau vient d'une toute autre source. Et surtout aussi sur ce même exemple, ce niveau 4 pourrait être l'innovation des systèmes. Cette fois-ci, je ne vends plus des bouteilles d'eau unitaires, je ne vends plus une gourde d'eau, je vais vendre... Je vends de l'eau, j'ai un distributeur d'eau et c'est là en fait le service que je rends à mon client. Donc on voit que en fonction du gap qu'il y a à franchir par rapport à déjà l'intérêt qu'on pourrait avoir et l'écart entre la cible et le diagnostic initial peuvent mener à avoir vraiment des niveaux de reconception et d'innovation qui peuvent être plus importants. Et tout ça, bien sûr, c'est à remettre en lien avec où est-ce qu'en est l'entreprise aussi dans la maturité de l'intégration de cet axe environnemental. C'est vraiment quelque chose qui peut être incrémental. Une entreprise qui est en mutation en cours va commencer par déjà améliorer son produit, reconcevoir son produit, avant d'avoir peut-être des ruptures vraiment fortes qui pourraient être faites avec des sujets d'innovation plus larges. Vanny, on a Audrey qui nous pose comme question, bonjour, quels outils conseillez-vous pour réaliser l'analyse du cycle de vie d'un produit?
Alors, pour cette partie analyse de cycle de vie, alors ça dépend en fait aussi, j'ai pas forcément le contexte, mais est-ce que c'est quelque chose que vous faites, est-ce que vous comptez internaliser ou externaliser en fait ce livrable-là? Il y a beaucoup de cabinets de conseil qui font ce type d'analyse, qui ont leur propre, il y a plusieurs logiciels, plusieurs bases de données qui sont en lien avec leur activité. On peut avoir Cimapro, on peut avoir EcoDesign Studio, on peut utiliser la base de données EcoInvent ou la base Impact, on va dire, classique issue des recherches du CETIM. Donc ça, en fait, ça va plutôt être en lien avec choisir les bons, de choisir le partenaire externe avec qui vous voulez faire cette prestation. Ou si vous comptez internaliser, regardez, il y a cette étude-là aussi à regarder par rapport au niveau d'investissement, au niveau de formation nécessaire pour pouvoir faire ces analyses de cycle de vie. Pour répondre aussi à votre question, ça dépend vraiment de l'intention que vous avez derrière. Par exemple, du côté de Start2Prod, on fait des analyses de cycle de vie simplifiées avec l'outil EcoDesign Studio en utilisant la dernière base EcoInvent, donc la 3.8. Donc, ce sont les outils qu'on utilise pour, dans cette approche de première intention et de diagnostic qui est quand même assez étoffé, mais qui reste macro pour le produit. Si vous comptez, si vous voulez faire comme par exemple Michelin l'a fait il y a à peu près un an, un dossier de presse hyper complet sur 12 catégories d'impact pour pouvoir être décrypté par n'importe quel expert sur l'aspect éco-conception, on ne va pas utiliser les mêmes outils, les mêmes bases de données, et derrière aussi, le temps d'étude n'est pas le même. Donc, ça va vraiment dépendre de votre intention derrière. Mais par exemple, avec les exemples que je viens de vous citer d'EcoDesign Studio, d'EcoInvent, on va dire que c'est en grande partie un outil très déployé dans ceux qui prestent ce type d'analyse de cycle de vie simplifié. Et puis ensuite, si on a besoin de rentrer dans l'UCIMAPRO de quelque chose de beaucoup plus précis, c'est vraiment des cabinets très spécialisés qui vont utiliser ces outils-là. Parfait, merci. Et donc, pour finir, on a cette étape de communication très importante qui permet en fait de valoriser les actions qui sont menées. Donc, pour pouvoir communiquer, il faut déjà bien mesurer les progrès obtenus. Donc, on avait vu dans cette étape d'évaluation environnementale, étape 2, on a amélioré. Donc, il faut réévaluer pour pouvoir faire cette image avant-après. Pour mesurer les progrès qu'on a pu obtenir, définir les arguments clés. Donc là, il y a une notion aussi de marketing pour vraiment mettre en valeur les gains qui ont pu être obtenus. Et dans tous les cas, ce qui est très important d'avoir en tête dans cet aspect communication, il y a des lignes, on va dire la seule ligne guide, c'est qu'elle doit être non trompeuse, humble, en lien avec l'usage du produit. On va dire que ça, c'est quelque chose qui est très important d'avoir en tête pour avoir quelque chose de structure, de crédible et de vraiment d'humble par rapport à ce qu'on a fait. J'ai remis un petit exemple, que j'ai retrouvé ça la semaine dernière en faisant un petit peu de shopping, mais qui en fait représente bien un petit peu tout ce que j'ai pu vous préciser sur l'étape 1 à 4. On retrouve le côté en lien avec l'usage du produit. Sur l'éco-efficacité, c'est des gains par rapport au même attendu. Je fais toujours 30 shampoings. Avant, j'avais 300 ml, maintenant, j'en ai plus que 100. Donc, il y a cette notion d'usage, il y a cette notion intégration de matières premières recyclées. Celui-ci, il est 100% recyclé. Et cette notion, quel est le gain, quelle est l'amélioration que j'ai pu avoir. OK, maintenant, j'utilise 45% de plastique en moins. Donc, on est là sur quelque chose de sobre, on va dire, mais qui c'est basé sur vraiment l'intention, sur l'orientation qu'on avait pu donner en première étape. On savait que c'était ça qu'on voulait communiquer, donc on a travaillé là-dessus et la communication vient, in fine, valider l'atteinte des cibles qu'on avait pu se donner. Ouais, parce que ça, Vanille, je pense que c'est vraiment, parmi les personnes qui nous écoutent, vraiment la grande question, c'est comment on peut éviter de tomber dans le greenwashing qui est si décrié. Voilà, c'est ça. Parce que y a pour tout ce qui est communication autour de l'aspect durable, il y a déjà toute une série de normes qui sont là aussi pour
pour tout ce qui est déclaration environnementale, pour venir cadrer tout ça. Il y a les labels, il y a les autodéclarations, il y a sinon on va dire de la partie éco-profil. Donc, il y a déjà, tout est cadré par l'aspect norme. Donc, soit je me fais labelliser, soit j'autodéclare, soit je mets à disposition des résultats pour que je puisse être comparée. Mais dans le cas où je déclare, où je m'autodéclare, il y a des sémantiques importantes qui sont déjà en fait qui peuvent être interdites, qui sont un peu trop limites qui peuvent être littéralement dit là on est sur du greenwashing parce qu'on dit je suis zéro émission. Ça veut dire quoi zéro émission? Je suis neutre en carbone, ça veut dire quoi neutre en carbone? Par exemple, il y a plein de mots maintenant qui ne sont pas utilisables. En plus, le consommateur est beaucoup plus critique sur les arguments qui sont apportés. Et donc, c'est important d'avoir une communication en phase avec les attendus qu'on avait initialement. Si on sait qu'on veut communiquer de manière très large sur des sites internet directement sur des produits, je dois être irréprochable sur mes données, sur la mise à disposition de ces données et sur les arguments clés qui sont ensuite qui seraient trouvés par nos collègues du marketing pour vraiment ne pas tomber dans du greenwashing et de tomber sur quelque chose qui veut tout et rien dire et qui pour être préjudiciable à votre entreprise en utilisant des arguments qui pourraient être faux ou sur des données qui pourraient être faussées. Et le tout là, parfois c'est pas forcément volontaire d'être dans cette démarche-là, mais quand on n'a pas des données critiquables avec la dernière base de données qui était émise sur le marché, avec une analyse de cycle de vie qui a été menée pendant 3 mois, on ne peut pas communiquer au même niveau que ici c'est vraiment les études sont vraiment à mettre au même niveau de la volonté de communication pour ne pas tomber parfois dans ce piège-là du greenwashing. On n'a pas les données, donc on reste flou, mais on ne peut pas être flou dans cette communication-là. Parfait, merci. Effectivement, il faut être préparé. Voilà. Donc, en guise de conclusion, dans les dernières minutes qui me restent, c'était vous rappeler, l'éco-conception, c'est juste un moyen. C'est vraiment une corde à une arc pour l'intégration du scope environnemental dans votre stratégie d'entreprise. Et par contre, c'est vraiment tous les métiers d'une entreprise qui doivent être mis à contribution pour vraiment dégager de la performance environnementale globale et en lien avec les objectifs que l'on s'est tendus pour atteindre les objectifs qui peuvent être soit locaux, nationaux, globaux, mondiaux, de réduction en fait de ces impacts environnementaux. Le lien conducteur que je vous propose là, en fait, c'est cette partie RSE où on peut vraiment mettre plein de choses à l'intérieur, mais de vraiment attirer, mettre à bord tous les métiers, pas que les concepteurs, autour de l'amélioration d'un produit. Et ça doit vraiment se faire vraiment dans tout le management, on va dire, d'une entreprise. Oui, quand c'est en transverse comme ça, des exemples un peu de qui doit être impliqué, qu'il ne faut pas oublier quand on passe ce type de démarche. Oui, bien sûr. Alors, par exemple, on va pouvoir se dire qu'il y a l'aspect marketing. Déjà, le fait de se dire, je mets à disposition, je vends mes vendeurs de souris sans fil. Je vois que tous les concurrents sont mis, communiquent sur le zéro plastique, sur du plastique en moins, sur le taux de recyclabilité. Donc déjà, là, ça veut dire qu'il y a des compétences de l'équipe marketing qui est mis à bord pour venir capter en fait ce besoin-là marché. Donc, je dirais déjà, il y a ce métier-là autour des ventes, du marketing, qui est très important déjà pour capter et puis après, in fine, pour pouvoir vendre. Donc, c'est la dernière étape qu'on s'est dit aussi. On peut faire le meilleur travail avec les meilleurs ingénieurs sur le fait d'optimiser l'épaisseur de la matière, mais si derrière, on ne sait pas le valoriser, on n'aura pas de performance pour l'entreprise. Donc, déjà, il y a ce métier-là. Ensuite, il y a on a cité par exemple évidemment les concepteurs. Pour améliorer un produit. Donc là, les exemples que je prends sont très hardware. Hein. C'est vraiment un produit mis à disposition du client. On a l'aspect achat.
parce que quand on va vouloir acheter, s'assurer que ma souris a bien 50% de taux de matières premières recyclées, il faut aussi que je mette mes fournisseurs à bord, que je puisse avoir une traçabilité d'où vient leur matière première, donc la fonction achat. Et puis aussi, on peut dire très globalement, c'est cette notion-là de management pour qu'il y ait vraiment une cohérence de tous les métiers, qui a un sens donné à toutes les missions, et non pas le concepteur qui va améliorer sa matière, un acheteur qui va faire quelque chose, le marketeur qui va partir dans une autre direction. Donc, quand je parle de transverse, ça veut vraiment aussi dire à la maille de toute l'entreprise, quoi, le management de l'entreprise. Ok, merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions, c'est bon de les poser. Bon, vous pouvez bien sûr vous pourrez nous les poser après coup, mais là, il nous reste encore quelques petites minutes avant de vous libérer. C'est sur le chat en bas à droite. On a abordé le sujet très rapidement tout à l'heure en répondant à la question, mais dans quel cas il vaut mieux internaliser la compétence ou faire appel à un expert externe? Comment on peut jauger ce sujet? Oui. Alors effectivement, déjà il y a cette notion de maturité d'entreprise et de maturité d'intégration du scope environnemental dans l'entreprise. Quand on sait que c'est quelque chose qu'on veut faire sur du long terme, qu'on a un panel de produits qui le nécessitent, donc qui est cette récurrence aussi des besoins, ça peut être effectivement intéressant d'internaliser la compétence, on va dire ce côté référent éco-conception pour mener les différentes études que j'ai pu citer au préalable. Donc là, on va dire que c'est vraiment pour les pionniers, pour les entreprises qui sont nées avec, et quand on a un portefeuille d'affaires, un portefeuille de produits qui le nécessite. Sinon, ça vient effectivement, quand on est dans le scope d'une première collaboration, je teste pour voir, où j'ai un unique produit pour l'instant, et donc je sais que on est sur un besoin ponctuel. Il y a beaucoup de cabinets de conseil, et nous, on est sur du conseil aussi sur la partie amélioration et sur la partie réalisation. Donc, ça dépend aussi un petit peu du scope sur lequel vous voulez être accompagné pour cette partie éco-conception. Et dans ce cadre-là, c'est effectivement plus pertinent en termes de retour sur investissement de passer par une prestation externe pour initier, ou parce qu'on est sur un unique produit qu'on aurait dans notre entreprise. Merci de votre participation, de votre présence. Quatrième et dernière thématique sur les best value sourcing, donc sourcer de nouveaux fournisseurs en phase avec sa stratégie et ses valeurs. Je vous souhaite une très bonne journée et au 14 juin. Au revoir.